Et salut et bienvenue dans cette vidéo en duo cette fois-ci avec Johan. Salut Johan, comment tu vas? Salut, bah ça va bien, merci et toi? Merci d'avoir Bah, invité sur la chaîne, c'est top. bah nickel. Avec plaisir bien sûr, parce qu'avec Johan forcément on fait la même chose. On est freelance Ouais. depuis pas mal d'années tous les deux. Donc maintenant on passe dans le coaching, l'accompagnement, etc. pour essayer de motiver les gens. Et on s'est dit qu'on allait faire des petites vidéos en duo justement pour vous apprendre à prospecter, à trouver vos missions. Et aujourd'hui du coup on va s'intéresser spécialement à LinkedIn normalement. Donc écoute, Johan, comment tu vas d'une part? Comment va ton parcours, ton avancée dans la freelance, dans Ouais. l'accompagnement? Et voilà, raconte-nous un peu ton quotidien actuel. Ouais, bah écoute, moi ça va, je te remercie. Fatigué parce que j'ai enchaîné les appels aujourd'hui, je dois être à J'ai cru ma comprendre. dixième vidéo à peu près, donc c'est un peu chaud. Mais en tout cas c'est cool. Donc bah moi, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui me connaissent pas, je suis sur LinkedIn, donc je suis freelance depuis 13 ans. Et j'ai du coup fait une chaîne YouTube aussi où maintenant j'ai à peu près 1500 abonnés. On parle de freelancing généralement. J'aide les gens enfin, les devs en fait généralement, à trouver des missions. Et du coup j'ai fait du coup mon agence d'accompagnement à côté, comme tu l'as dit, et qui commence à bien marcher. Donc je suis plutôt content. Bonne acquisition. Et les gens sont plutôt contents des résultats aussi que ça leur apporte. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir échanger tous les deux de ce qu'on fait et ce qu'on apporte à nos coachés en règle générale, donner 100% de valeur, on va s'échanger nos tips. Donc si vous êtes intéressé pour trouver des missions, c'est le genre de vidéo qu'il faut écouter. Bien sûr, c'est là qu'il faut être, exactement. Non, mais en plus, du coup, ouais, si je fais le calcul, on est à 20 ans quand même d'expérience commune en freelance, hein, c'est pas rien. Vu Ouais, que c'est quand même quelque chose d'assez récent, enfin, c'est devenu à la mode la freelance, mais on a quand même essayé de se lancer le plus tôt possible. Alors, faut encore plus, hein, bien sûr, mais on s'est lancé quand même assez tôt. Et forcément, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, donc c'est intéressant d'en parler. Et surtout, que tu parles du contenu, justement, la création, etc. Toi, tu as quand même déjà des très belles stats. J'ai vu 13 000 abonnés LinkedIn, 1500 sur YouTube et tout, donc tu es quand même bien établi. Donc ouais, évidemment, avec grand plaisir pour parler de tout ça. Est-ce que tu veux justement commencer par raconter un peu ton parcours en freelance, comment tu as décroché tes ouais, premières missions, etc., pour enclencher, on va dire, ton parcours? ouais, carrément, je peux faire ça. Bah, du coup, moi j'ai commencé, j'avais fait 3 ans d'alternance déjà dans une ESN à Nantes. Donc en fait, je sortais du McDo, je voulais faire du dev, j'en chiais à trouver des clients. Et enfin surtout les premiers clients pour trouver ma première alternance. Et en fait, au final, je suis tombé sur une ESN qui m'a pris en entretien. Ça s'est super bien passé au niveau du feeling. Ils m'ont laissé ma chance. Et pendant 3 ans, là, j'ai bien progressé. Et j'ai été piqué en fait par le dev en règle générale. Parce que avant, j'avais fait ça en ne sachant pas si je voulais vraiment faire ce métier. Et en fait, bah, ça m'a vraiment remotivé à l'alternance. Et là, moi, enfin, j'ai eu un peu une piqûre passion. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat, développer des choses pour moi de mon côté, faire des side projects. Donc, du coup, ça m'a permis, moi, de trouver un bon CDI juste après mon alternance, bien payé, avec plein d'avantages, etc. Et en fait, j'ai pas attendu très longtemps. Je crois que dès que je suis arrivé, ouais, les premiers mois en CDI, j'ai direct fait mon auto-entreprise en parallèle. Ok, Et en fait, je travaillais le soir et les week-ends sur mon auto-entreprise, dès que je pouvais, dès que je chopais des missions, en parallèle du salariat, sauf qu'à un moment donné, bah, ça a commencé à bien empiéter, surtout bien quand sûr. tu vois en fait que tu touches plus en freelance qu'en salarié. Le seul problème que j'avais, c'est que de base, enfin, je connaissais personne autour de moi qui faisait vraiment de l'informatique comme je voulais faire, du développement. Donc que ce soit pour trouver mon alternance, c'était le même problème. Donc c'était compliqué de trouver la première entreprise. Donc il a fallu quand même envoyer pas mal de CV, aller contacter pas mal de personnes. Donc vraiment prospection active déjà, alors que je connaissais rien. Ouais, ça Donc prend j'y ça allais avec déjà, mon faut qu'il y ait culot, quoi. un Ouais, premier pas, on va dire, dans ce domaine-là, ouais. ouais, clairement. En fait, là, t'es obligé d'y aller au culot. En plus, t'as pas d'expérience. Enfin, en fait, moi, j'étais plus en mode, bah, j'ai rien à perdre, en fait. Je vais pas rester au McDo toute ma vie, tu vois, genre. Donc, c'est pas possible. Et donc, quand j'étais en salarié, en fait, c'est pareil, je connaissais pas de gens en freelance, en fait. Donc, c'était un peu compliqué. Donc là, je me suis dit, comment je vais trouver mes premiers clients? Bah, du coup, j'ai utilisé Facebook French Startups, Ok. la page Facebook à l'époque où il y avait pas mal d'entrepreneurs dessus. Et j'avais fait un post qui s'était fait, euh, qui s'était fait instant bloqué. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de faire de l'autopromo, mais Oui, sauf c'est que ça a ça. Ouais. suffi pour gagner de la visibilité, rentrer en contact avec quelques personnes. Et pareil sur LinkedIn, en fait, je contactais des gens. Et au final, je suis tombé sur une personne qui m'a donné enfin, ma chance, en fait. Et là, j'avais commencé à 200 euros au jour. C'était vraiment pas Ok. grand-chose. Ouais. Mais là, je bourrinais les heures juste pour faire du cash. Donc, soir et week-end non-stop.
Et en fait, après cette personne-là, bah, ça m'a donné quand même pas mal de crédit, un peu de bouche à oreille aussi. Et après, j'ai toujours continué sur LinkedIn et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée en fait. Ouais, bah, trop bien. Effectivement, je pense que c'est souvent quand tu es dos au mur, justement, que tu te dis, je veux pas de ma vie actuelle, il faut que je change, que tu es le plus actif et que tu passes vraiment à l'action. Donc, ouais, ça, je pense, que c'est une très bonne démarche de t'être lancé là-dessus. Donc, évidemment, c'était une autre époque, hein, forcément, et Ouais, maintenant, il y a pas mal de choses qui changent et tout, mais je pense que typiquement, la prospection LinkedIn, d'aller bah, démarcher des gens, envoyer des messages, etc., ça reste quand même la base, clairement. Quand tu sais que la ouais, personne peut être intéressée par tes services, bah, franchement, faut foncer, en fait. Enfin, c'est pas elle qui va venir vers toi indépendamment, enfin, ouais. d'elle-même, pardon. Mais du coup, ouais, si tu forces un peu les choses, des fois, ça peut vraiment bien se passer, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui. Mais il y a quand même, tu vois, genre, moi, quand j'ai commencé à chercher, c'était 2013-2014. Quand t'as pas d'expérience, t'es junior. C'est quand même super hardcore, tu vois, genre même dans cette phase-là. Clairement. Et t'as personne qui fait ça, donc t'as pas les tips non plus. Donc là, t'es obligé d'aller tester. Donc moi, j'y étais en mode un petit peu improvisé, quoi. Et Ouais. au final, t'es obligé de faire du brute force, au final, tu vois, genre, tu fais ce genre de méthode au début. Donc, je pense que l'âge d'or, tu vois, genre du freelancing, effectivement, ça a commencé vers 2016, 2017, jusqu'à 2019-2020. Là, c'était vraiment, tu postais juste un post sur LinkedIn en disant que t'avais pas de mission, t'en trouvais une. Elle était pas terrible, mais t'en trouvais une, quoi. Donc, ouais, je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui me disent ça et en fait, je pense qu'ils se formatent aussi à se dire c'est compliqué, c'est pas possible de trouver aujourd'hui. Mais il y a des astuces, on va en parler. Ouais, non, mais carrément. T'as bien raison, c'est que les gens vont toujours se dire c'était mieux avant, et donc forcément j'aurais dû me lancer plus tôt, etc. Mais en fait, si tu te dis ça, bah, tu te lances jamais, donc c'est un peu dommage. Donc C'est non, ça. si tu hésites à te lancer, il faut te lancer maintenant, parce que justement, ce sera peut-être pire plus tard, donc autant en profiter maintenant. Et de toute façon, ouais, tant que tu as la motivation, c'est déjà un très gros point. Et tu as évoqué quelque chose d'important aussi, c'est que quand tu connais personne, c'est sûr que ça peut être un petit frein à te lancer. Moi, typiquement, je m'étais lancé avec plusieurs amis, enfin, à l'époque, on était en école d'ingé, donc c'était des camarades de classe avec qui on se disait, OK, il faut qu'on se lance et tout, et donc on s'était lancé en même temps, donc ça te motive, tu te poses les questions entre personnes, etc. Donc Ouais, c'est quand même plutôt rassurant. Mais c'est vrai que quand t'as personne, forcément, c'est bien de s'appuyer sur quelqu'un, et c'est tout l'intérêt justement de bah, nos créations de contenu, notamment YouTube, LinkedIn, etc., pour apporter le max de valeur et rassurer. Et après, bah, l'accompagnement qui va avec pour justement vraiment être à tes côtés si besoin. Mais ça, ouais, je trouve c'est important à préciser également. Et bah, rentrons dans le vif du sujet, hein, tu parlais de prospection, etc. Donc toi, ouais. comment tu trouves tes missions à l'heure actuelle, généralement? Comment ça se passe Là, en fait, moi, ça va, vu que j'ai pris le pli très vite de toujours montrer ce que je fais, d'être assez proactif, même si au début, mon LinkedIn n'était pas forcément optimisé, mon Malte non plus, mais j'étais toujours très proactif au niveau des messages. Moi, c'était plutôt de la prospection sans avoir mon profil qui était optimisé, Ok. plus bouche à oreille. Et en fait, toujours à faire en sorte que mon client il soit choyé et que je récupère bien les feedbacks de cette personne-là pour ensuite les amener à d'autres personnes. Donc en fait, c'est comme ça que j'arrivais à closer mes deals au début. Ouais. Sachant qu'après, j'avais une particularité dans mon métier où en fait, j'avais des skills en fait qui étaient recherchés, mais en plus, j'avais un extra skills qui était pas facile à trouver en plus de ce skills-là. Donc en fait, c'était beaucoup plus facile de convaincre une personne et d'être rémunéré plus cher. Ouais, quand tu es spécialisé ou que ton profil est un peu rare, c'est clair que c'est Voilà, un atout énorme. Mais c'est marrant, c'est un c'est que moi, levier c'est quoi. pas trop. Ouais, totalement. Mais moi, c'est pas trop le même cas. C'est que toi, tu es plutôt dans la prospection active parce que voilà, tu t'es dit, OK, il faut que je me bouge, que je passe moi-même à l'action. Moi, c'était justement plutôt le côté prospection passive via les plateformes, enfin, à la fois via LinkedIn, mais juste en ayant un profil optimisé, et via les plateformes comme Malte, etc., où ça m'a vraiment boosté ma visibilité. Et si tu es bien référencé, bah, tu as des missions qui tombent. Donc, ça, c'est quand même vraiment Ouais, bien optimisé aussi. Mais ouais, on clairement. fera sûrement voilà, une vidéo sur ta chaîne là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, Ouais, évidemment, carrément. après celle-ci. Mais ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et du coup, ouais, dis-nous en plus sur LinkedIn. Alors, à la fois déjà pour commencer sur le profil à avoir. Parce que c'est vrai qu'avant d'aller démarcher des gens, il faut quand même avoir un profil un peu sympa. Est-ce que toi, tu as des Ouais, tips, des choses vraiment à optimiser là-dessus? ouais. Alors, ce que je dis généralement, c'est déjà, faut identifier ta niche, à qui tu parles. Est-ce que tu te positionnes déjà comme vraiment indé, tu vois, genre tu veux vraiment faire du freelancing. Donc là, on parle de forfait ou régie. Donc échanger ton temps contre de l'argent, soit en offre packagée, soit en offre genre je te donne juste mon temps et tu me dis quoi faire. Hmm. Soit tu te positionnes en mode bah, j'ai une offre de A à Z et je gère tout de A à Z. Et dans ce cas-là, je gère aussi mon marketing. Je gère tout le pipeline en fait de la prestation. Et donc, suivant ce que tu veux faire,
Sachant que y a un peu de tout maintenant. On trouve des freelances qui font un peu de tout. T'as pas du tout la même manière déjà de présenter ton profil et t'as pas du tout la même manière d'aller aborder les gens. Donc, si on parle juste freelancing pur, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que tu fais un truc qui soit le plus épuré possible. Pour moi, LinkedIn, c'est pas un CV, c'est une landing page. Il faut voir ça comme un funnel avec les premières choses qui vont attirer l'œil, ça va être ta photo de profil, donc avoir un truc assez flashy. Moi, j'aime bien mettre une bannière qui soit simple et concise. Si tu as des bons noms et des bonnes références, tu mets les logos des entreprises. Sinon, tu mets les logos des technos ou alors tu mets une tagline en fait qui impacte en fait. Qu'est-ce que tu peux apporter au client? Pourquoi lui il vient et il ferait mieux de te payer toi plutôt qu'un autre? Et après, ta headline la plus courte possible pour les moteurs de recherche, Bien parce sûr. que pour avoir un exact match qui score mieux. Et après, pareil, description. Avoir un truc, on enlève les pavés, on s'en fout en fait de votre vie. En gros, c'est ce que je dis. Ouais, C'est vraiment. clair et concis, quoi. Genre, avant, moi, je me rappelle sur mon LinkedIn, même à moi, hein, je racontais mes passions, mes machins, mais en fait, on s'en bat les reins. En fait, il y a 300 profils. Le coup d'œil, en fait, lecture diagonale, il faut qu'il y ait des mots-clés en gras qui remontent. Faut que certains mots-clés importants soient aussi en gras parce que ça augmente aussi l'importance du mot-clé sur les moteurs de recherche. Ouais, important ça. Donc lisibilité plus mots-clés. Pareil pour les expériences, concis, avec des liens vers des références ou des sites, un peu plus de trucs visuels qui soient agréables à voir. Et si t'as pas de logo sur la page qui correspond à ton expérience, tu crées la page et après tu donnes l'ownership si on te la réclame, mais au moins tu as un logo. C'est ce genre de petits détails qui font la différence, tu vois. Donc voilà. Ah En, oui, pas en mal. résumé, Je j'ai fait connaissais plus pas. vite. Ah non, mais très bien. Ah ouais, je connaissais pas ce petit type de créer le logo. Après, bon, c'est vrai que j'ai plutôt eu des clients grands comptes, donc bon, j'ai pas créé Ouais, ils une ont page. toujours leur page. Ouais, c'est ça. J'ai pas créé une page Louis Vuitton, BNP Paribas, quoi que ce soit, hein. Je pense qu'ils ont de quoi faire. Non, mais ok, intéressant. Bon, pour le coup, ça va. Je suis rassuré. Je coche pas mal de cases dans ce que tu as dit, donc c'est bon, je suis au point là-dessus. Et ouais, pour le coup, effectivement, même la tagline, enfin le titre du coup de ton profil, toi, tu conseilles effectivement d'être le plus concis possible. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien justement décrire vraiment les outils, les services qu'ils mettent, donc un peu en mode de mini description, justement pour pas mettre de pavés dans la description, ils font un truc assez concis et ils complètent avec le titre limite, parce que c'est un peu complémentaire, comme sur YouTube, une miniature est complémentaire du titre typiquement. Ouais. Mais ok, ouais, toi tu vises vraiment le côté En fait, SEO, il faut que le mot-clé en question tapé soit ouais. dans ton profil intégralement, quoi. En fait, c'est pour ça que je te disais, ça dépend du profil que tu as. Moi, typiquement, je me positionne comme une agence. Donc là, j'ai un truc qui est plus long. Moi, j'ai pas envie d'être retrouvé par les moteurs de recherche de prospection ou par les RH, les machins. Moi, je suis pas du tout dans leur cible. Donc, de notre côté, ça m'arrange même s'ils n'arrivent pas à me target parce qu'en fait, ça va être plus pour me démarcher pour leurs produits, tu vois. Ouais. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Par contre, pour un dev, je préconise parce qu'en fait, généralement, ce qui se passe sur les plateformes, toutes les plateformes confondues, c'est que plus tu as en fait des critères ou des mots-clés en fait qui sont où tu as des tailles de caractères plus limitées, plus ils ont un point important. Donc en fait, il faut Ouais. bien choisir ce que tu mets. Et c'est bien aussi, tu vois, genre par exemple sur la tagline, ce qu'on ne sait pas, c'est que LinkedIn, il pondère aussi avec est-ce que tu as mis senior ou médior ou junior, tu vois, dans ta tagline. Ah ouais. Ça peut t'aider, ouais. Pareil, si tu sépares, c'est comme sur Malte, genre si tu sépares avec des pipes ou des slash, en fait, c'est considéré comme des mots-clés complètement à part entière, et pas comme un seul mot-clé. Si par exemple tu dis je suis développeur React JavaScript, mais sans séparateur, tu te retrouves en fait avec un matching qui est moins intéressant en fait, parce qu'il va considérer ça comme un seul mot-clé. Ok, bah, super tips, tu vois, typiquement, ça, je savais pas, donc ça vaut le coup finalement. On est très bien fait de s'associer. Même moi, j'apprends des choses au passage, non, mais c'est top. Effectivement, et les mots-clés, comme tu dis, l'association est trop importante parce que personne ne va taper genre l'ensemble de ton titre. Donc, effectivement, ouais, Non, si tu as ouais, moyen de clairement. séparer, effectivement. Surtout qu'il y a il y a des technos qui sont complémentaires, mais à la fois, oui, en général, tu as envie d'en mettre plusieurs les unes à côté des autres pour montrer que tu sais faire pas mal de choses ou que tu es voilà, un peu expert de différents sujets, ou à l'inverse, du coup, montrer, bah, comme ce que tu as expliqué, que tu as peut-être le petit truc en plus qui te permet d'être ok expert sur ta techno, mais tu maîtrises aussi ça qui du coup te permet de te distinguer. Donc Ouais, c'est ouais, ça. ok, super important comme. Et je rajouterais aussi, c'est bien ce que tu as dit sur les technos, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre toutes les technos qu'ils ont fait dans leur vie, en fait. Et en fait, je trouve que c'est pas super intéressant. Après, il faudrait que je vérifie ce que ça change réellement. Mais déjà, moi, j'aime pas être démarché sur des trucs que j'ai plus envie de faire, déjà de base. Ça, c'est le Ouais. premier point. Et en plus de ça, si tu dilues aussi le nombre de mots-clés et la pertinence de ton profil, tu vois, genre si tu mets, j'ai fait
les 20 langages depuis que je suis en études jusqu'à aujourd'hui, non, enfin, tu mets un ou deux, voire trois langages max que tu pratiques au quotidien. Donc tu vires tout ce qui sert à rien, même les expériences qu'en fait, que tu n'as pas forcément envie de mettre en avant, des fois, il vaut mieux les supprimer. Quitte à tricher un petit peu sur la remplacer, tu vois, genre la date. Tu vois, tu réajustes pour pas avoir des gros trous, tu vois, genre tu limites un peu la Oui. casse. Mais des fois, vaut mieux vraiment essayer de spécialiser son profil. Je dis pas de tricher, tu vois, mais d'arranger des fois un petit peu ce que tu veux montrer. C'est très Ouais. important. Ouais, 100% aligné. Alors effectivement, moi, je ne triche pas dans le côté inventer ou supprimer des expériences, mais par contre, ouais, effectivement, je supprime des compétences qui, alors pour le coup, enfin des compétences, plutôt des applications, on va dire, des réalisations que j'ai fait au sein de certaines missions, qui m'ont peut-être pris pas mal de temps. Du coup, dans cette mission-là, c'est des choses qui ont pris pas mal de temps et qui étaient un peu nécessaires pour le bon déroulé de la mission. Mais en fait, c'est des outils que bah, je n'aime pas, ou en tout cas, j'ai plus envie de répliquer par la suite. Donc en fait, bah, je fais comme s'ils n'avaient pas existé et je me concentre du coup sur les autres parties de la mission, etc. Mais ouais, comme tu dis, ça permet d'être à la fois moins visible sur ces mots-clés-là, parce que tu n'as pas envie d'être contacté là-dessus, donc tu gagnes du temps, plus visible sur les autres, donc tu accordes plus d'importance. Et tout simplement, ouais, ça sera mieux vendu. Enfin, quand tu seras en entretien, etc. derrière, tu pourras beaucoup mieux vendre et t'adapter au discours du client en face si tu lui parles uniquement de ce que tu aimes et de ce que tu as réalisé, voilà, Ouais, clairement. avec fierté, quoi. Après, ça t'empêche pas effectivement de parler de tes autres expériences si on t'en demande, mais le but c'est d'être simple et efficace. Tu vas acheter un produit, tu t'en fous de savoir toutes les features possibles et inimaginables. En fait, généralement, tu vas avoir acheté un produit pour une fonctionnalité en particulier qui t'intéresse. Savoir que ça fait l'usine à gaz, le café, enfin, on s'en fiche. C'est pareil, il faut se dire que là, la personne, elle a besoin de savoir exactement quel est ton positionnement, quel est ton ciblage. Il faut que ça soit clair et concis. Et en plus de ça, je sais pas si tu avais déjà vu, mais sur Sales Navigator, qui est l'outil qui permet de faire des recherches avancées via LinkedIn, donc avec un modèle premium qui coûte 100 euros par mois sur le modèle core. Après, si tu passes sur les modèles entreprise, ça coûte une blinde. Ouais. Mais en gros, tu as des filtres de recherche sur les années d'expérience. Et en fait, c'est pour ça que c'est important quand tu vas dans tes expériences et que tu mets des intitulés de poste, c'est toujours plus pertinent de mettre toujours le même intitulé parce qu'en fait, lui, en fait, automatiquement, il va regarder, ok, il a été, par exemple, un an développeur React, l'expérience en dessous, un an et demi développeur React. Donc là, il cumule, parce que sur le même intitulé, il y a la range d'un an Ok. et demi plus la range d'un an. Donc ça fait 2 ans et demi. Du coup, quand la personne va rechercher un profil senior, plutôt que de taper senior dans l'intitulé si tu l'as pas précisé, bah, ce genre de petits détails dans les expériences fait que bah, tu ressors avec leurs critères sur ces navigateurs. C'est pour ça que on a tendance à se dire, ouais, l'optimisation de profil, c'est un peu bullshit, mais en fait, ça se joue tellement à pas grand chose et il y a tellement de gens que si tu le fais pas déjà de base, tu passes derrière plein de gens. Tu vois, Exactement. Ouais, t'as raison. Alors typiquement ça, pareil, je ne savais pas non plus parce que j'ai jamais accédé à ces navigateurs. Je pense qu'on parlera d'ailleurs Ouais, est-ce carrément. que LinkedIn Premium vaut le coup. Ça on peut en parler juste après. Mais t'as raison et clairement en fait l'optimisation c'est toujours pareil, c'est que si tu trouves pas de mission à cause de LinkedIn, tu vas te dire ça servait à rien depuis le début. En fait j'ai passé du temps là-dessus, etc. Peut-être que tu t'es pas accordé le temps justement sur les bons focus, sur les bonnes spécialisations à changer, etc. Et donc forcément t'as pas vu le résultat. Mais c'est voilà, c'est forcément très biaisé. C'est que si tu trouves quelque chose, tu te dis ok, let's go, c'est ma petite optimisation qui a fait la différence. Si tu trouves pas, tu te dis bon bah voilà, tout ça valait pas le coup en fait, on m'a menti, Alexis dit n'importe quoi sur sa chaîne. Bon, forcément, il y a un petit biais quoi, un petit biais là-dessus. Et c'est pour tout, hein, de toute façon, dès que ça se passe bien, Ouais. c'est l'analyse du résultat en général. Mais non, mais enfin, pour le coup, voilà, je sais pas, Mais pas plus à rajouter en soi. en fait, Peut-être, c'est important ce que tu as dit parce que les gens ont tendance à se dire, ouais, ça se fait du jour au lendemain. En fait, en fait c'est quelque chose qui est très difficile à percevoir. Moi, j'ai certains coachés, ça a marché du tout parce qu'en fait, il y avait vraiment un gap entre leur profil d'avant et après. Mais il y a d'autres personnes qui avaient un profil déjà plus ou moins correct, qu'il suffit d'ajuster un peu. Donc des fois, ça peut juste de générer un ou deux leads supplémentaires dans le mois, tu vois, genre ça peut être super énorme. Mais comme je dis, moi à la base, l'organique c'est bien. Moi j'ai vécu beaucoup avec de l'organique aussi, mais je faisais aussi toujours quelque chose d'actif. Pour moi, la prospection active est toujours un levier beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, l'organique ça viendra dans tous les cas que tu fasses rien ou que tu fasses quelque chose. Et le fait d'aller voir les gens qui viennent voir ton profil en plus, parce que quand tu les contactes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder ton profil et qu'ils carrément. voient qu'il est carré, ils comprennent ce que tu fais, bah, ça donne beaucoup plus envie, tu vois, de répondre. Ouais, bah écoute, carrément. C'est vrai qu'évidemment, il y a toujours à optimiser, etc. Mais ça va prendre du temps. Alors que comme tu dis, toi, prospection active, et bah, enfin, tu passes à l'action et tu peux voir le résultat instantanément. Et en plus, tu apprends plus vite, je pense, en fonction des retours justement que tu as.
Si tu Ouais. envoies 10 messages privés LinkedIn, que tu as alors 8 personnes qui répondent pas et 2 qui répondent, mais la même chose, bah, tu peux te dire, OK, il faut peut-être que je me focus sur cette thématique-là, que je transforme ma phrase pour qu'elle soit plus axée comme ça, etc. Enfin, tu peux vraiment jouer sur les formulations, sur ta cible que tu dois targeter, tout simplement. Et je pense que ouais, l'apprentissage est quand même beaucoup plus rapide forcément quand tu es actif. Mais c'est vrai que le passif, j'aime bien quand même. Ouais, C'est en fait, cool. les deux sont importants, en fait. Bon, Le passif, c'est super agréable, en fait, quand tu as un profil bien établi, tu vois, genre, clairement. Là, tu vois, genre, toi, avec les contenus que tu fais sur YouTube, forcément, ça contribue à ce que les gens te voient, te connaissent et aient envie de travailler avec une personne qui est active, tu vois. bien sûr. Et Ah, ça, c'est ouais, tu la augmentes tes création de chances. contenu, c'est encore autre chose, effectivement. Ouais, c'est un Euh, next level, ouais, c'est clair. voilà, c'est ça. Alors, petite question que je me permets de te poser d'entrée de jeu. Est-ce que pour toi, du coup, c'est nécessaire de créer du contenu quand tu te lances en freelance pour décrocher tes premières missions, etc. Est-ce que tu dois passer par cette case-là ou est-ce que tu peux peut-être l'esquiver si vraiment t'es pas du tout à l'aise avec ça? Tu peux l'esquiver. Moi, ce que je conseille, c'est si vraiment tu as vraiment un problème avec le syndrome de l'imposteur ou montrer ta tête, même si t'es pas obligé de montrer ta tête quand tu fais de la création de contenu, Ah ouais, sur LinkedIn, pas du tout d'ailleurs. c'est clair. Bah, je te dis, en fait, le problème, c'est que là, tu t'enlèves un effet de levier de fou, quoi. Tu vois. Genre, en fait, moi, je vois ça comme une équation, tu vois. Genre, on va dire que t'as quasiment un coefficient 1 sur chacune des composantes. Il suffit que tu en aies un que tu négliges de trop et qui descend à zéro, bah, tu divises de fou, en fait, tes chances de réussir. Pour pas dire si c'est zéro, tu vois, genre, si ton profil est vraiment pas fou, enfin, il y a un moment donné, tu te retrouveras à Ouais, 0 lead, ça, c'est sûr. ouais, bien sûr. Donc, ta question, c'était création de contenu, est-ce que c'est nécessaire? J'ai envie de te dire nécessaire, peut-être pas encore, mais je pense que dans un an, si vous en faites pas, vous êtes mort. C'est clair. Ouais. Moi, De j'en plus suis en plus, convaincu. tu as raison. De plus Ah en bah, plus, j'en c'est suis clair que le convaincu. personal branding, là, c'est devenu tellement important. Ça, il n'y a pas photo, effectivement. Enfin, tous les jours, je vois des nouvelles personnes qui se lancent sur LinkedIn, Ouais, parce que, on va parler de LinkedIn, parce qu'effectivement, c'est le plus simple pour se lancer. Mais bien sûr, plus tu mets tes œufs dans différents paniers, mieux c'est, hein, bien sûr. Là, enfin, justement, on parlait de la prospection active-passive tout à l'heure. Évidemment que si tu peux, bah, fais les deux, hein, optimise tout, parce que si tu as le ouais. temps, c'est bien de tout faire. Et pareil pour la création de contenu, plus tu maximises les différents réseaux, les différents formats aussi, plus tu as de chances de toucher une population différente et Ouais. une audience élargie. Donc évidemment que c'est bénéfique. Et ouais, je pense que le personnel branding, c'est trop important. Enfin, je te dis, ouais, j'ai plein de potes qui, Ouais. entre guillemets, pas me charrier, mais tu sais, envoyer un petit message, pardon, quand j'ai commencé moi à faire mes petits posts LinkedIn, en mode, ah, c'est bien, tu t'es lancé et tout, oh, je pense pas que je serais capable de faire ça. Et là, bah, il y a quelques semaines, quelques mois, hop, je vois leur petit message qui arrive et ça commence tranquillement. Donc non, c'est trop bien, c'est que Ouais, c'est les bien gens quand tu s'automotivent. motives les gens, tu vois, Voilà, quand c'est tu ça, motives les gens exactement. à faire ça. Mais en fait, je dis ça, c'est un peu rude, mais en fait, le problème, c'est que moi, je le vois comme ça, parce que là, j'arrive bientôt aux 300, enfin, 300 appels en 3 mois et demi. Donc, je commence à avoir une bonne vision, en fait, sachant que là, sur les 300 appels, je dis personne unique, sans parler des fois qu'il y a des gens qui m'ont appelé 2 ou voire 3 fois. Donc, euh, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a un gros problème sur le marché. Donc, ok, il y a certes une partie optimisation de profil à faire, mais que comme tout le monde commence à s'y mettre, bah là, faut faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Donc là, Exactement. dans tous les jours, moi, j'ai des gens que je motive. Je veux dire, il y en a à l'appel, sans parler de tous les autres qui font pareil que moi sur LinkedIn et dont Alexis, Bien qui nous sûr. incitent à faire de la création de contenu. Donc dans un an, si vous commencez, ça va être chaud, quoi. Vous aurez un an de retard sur tous les gens, quoi. Donc, Ouais. faut pas attendre. Alors, en fait, on est encore que 1% de créateurs sur LinkedIn et sur YouTube, c'est encore ridicule. Sachant que bah, YouTube, enfin les chiffres, c'est assez délirant, hein. C'est genre 5 milliards de vidéos vues par jour. Euh, Enfin, à un moment donné, on peut comprendre que les gens vont de plus en plus consommer, vont de plus en plus partager des trucs sur Internet. Si vous ne le faites pas, vous êtes un outsider, en fait. C'est toujours pareil. Là, aujourd'hui, tout le monde veut se mettre au freelance parce que c'est à la mode. Mais il y a déjà des gens, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Et qui commencent à prendre le pli à faire de la création de contenu parce qu'ils voient que c'est nécessaire. Donc si vous ne le faites pas là, bah, vous allez avoir 5 ans de retard et ça va être... peut-être que vous trouverez des missions de temps en temps, mais vous aurez jamais des paliers de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, faut trouver un moyen alternatif ou développer son réseau d'une manière, etc. Et donc là, ouais, faut être la personne qui pense à quelque chose que les autres n'ont pas encore tenté, mais évidemment, c'est dur de révolutionner un Ouais, marché c'est comme dur. ça.
Mais c'est ça, création de contenu, en fait, vu que tout le monde s'y met, il faut s'y mettre pour être à la page. Et après, ouais, si tu trouves d'autres moyens de te diversifier et tout, c'est évidemment mieux. Mais non, franchement, sujet pas facile, bien sûr, mais évidemment, le plus tôt tu Ouais. te lances, le mieux t'as de chance. Mais Mais juste comme ça, je te pose une question. Le, les gens, en fait, ne veulent pas faire de création de contenu parce qu'ils ont peur. Mais en fait, c'était pareil pour toi, c'était pareil pour moi, tu vois, je suppose. ah bah alors là, la question, évidemment que j'ai. Alors pour le coup, YouTube, je pensais même pas me lancer une seule fois dans ma vie. Genre c'était C'est pas vrai? envisageable, justement, écouter montrer sa tête et tout. Qu'est-ce que je vais faire sur Internet, sur machin? Je pensais même pas avoir quelque chose à raconter. Et au final, mais vraiment, c'est arrivé, mais d'un coup, et je me suis dit, ok, semaine prochaine, première vidéo, ça part. Alors que d'habitude, justement, c'est l'idée de mon post LinkedIn qui sort demain d'ailleurs, enfin qui sortira demain. On sera bon peut-être 5 jours avant cette vidéo. Le fait de dire, bah, avant, je faisais des plans qui duraient, c'est genre des trucs long terme, étape par étape, machin, pour essayer de tout contrôler, etc. Et en fait, non, le déclic, ça a été de se dire, mais attends, mais viens, juste tu lances quelque chose, tu vois ce qui se passe, tu répliques et C'est ça. t'améliores au fur et à mesure. Et c'est typiquement voilà, YouTube, où tout le monde se dit, non mais YouTube, c'est bon, c'est saturé, etc. Tout le monde s'est déjà lancé, j'arrive trop tard. Mais en fait, pas du tout, parce que si tu as quelque chose à raconter sur une thématique, alors évidemment, si tu prends un truc que plus personne, enfin, qui n'intéresse plus personne, forcément, ça risque de compliquer un peu les choses. Mais là, sur des tendances un peu grandissantes comme ça, évidemment qu'il y a des gens qui sont déjà là avant toi, mais tu peux faire la même chose, faire mieux, bon, sans grande. Enfin voilà, faut rester humble, mais c'est faire différemment, tu vois, avec tes mots, avec ton style. Et évidemment, faut pas viser la lune instantanément, mais juste se Ouais. lancer déjà, c'est un super pas. Et alors, je dis pas que pour l'instant, voilà, j'ai rien atteint du tout et je ne suis personne sur YouTube, mais Non, j'aime bah, ça bien en va tout venir cas vite, c'est l'aventure. effet boule de neige, tu vois. Ouais, bah c'est un peu ça que j'espère justement, c'est le côté être patient, être régulier et tout simplement bah effet boule de neige, inciter les gens et motiver à se lancer. Moi déjà c'est une très belle satisfaction si les gens se lancent et à chaque fois je reçois des petits messages et tout et ça c'est trop bien de se dire cool, j'ai aidé quelqu'un, j'ai changé la vie de quelqu'un potentiellement. Donc non ouais ça effectivement c'est trop bien et j'imagine que c'était pareil pour toi avant Ouais. d'avoir peur de se lancer et de se dire au final mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt quoi, c'était facile. Ouais, c'est ça. En fait, je me dis maintenant, je vois pas ma vie, et même tous les gens hein, qui font de la création de contenu aujourd'hui, quand j'en discute avec eux, c'est je vois pas ma vie autrement que juste bah, montrer, partager, essayer de donner tout mon savoir, euh, montrer les choses, quoi. Tu vois, genre, ça devient naturel et limite, c'est que c'est comme prospecter au début, tu dis, oh putain, je suis pas à l'aise d'aller parler à des clients. En fait, c'est normal. En fait, le freelancing, de manière générale, c'est une anomalie de marché, en fait, ce qui se passait avant. C'est vrai. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Les devs ou dans la tech, tu vois, genre même dans la data, les designers, pareil, ils n'avaient pas de problème à trouver des missions, c'était l'inverse. Sauf qu'en fait, tous les autres corps de métier qui se mettent en indépendance, c'était comme ça. Donc, tu as toujours un moment comme ça où tu te dis ça va être dur, mais quand tu t'y mets, tu trouves que c'est normal. Quand tu vois que le marché il devient dur, bah, soit tu t'adaptes, soit tu changes de métier. Bah, là, pareil pour la création de contenu, quand tu t'y mets, en fait, tu te rends compte que l'humain est quand même bien fait, on s'adapte. Ça devient normal. Ouais, t'as raison. Et enfin même du coup, l'adaptation, que ce soit en termes de statut, donc là comme tu dis, freelance, CDI, etc. Maintenant il y a quand même ça rebat un peu les cartes, tout ça, j'ai l'impression. Et si on revient à l'idée de contenu, etc. Même les plateformes, donc LinkedIn, elles évoluent beaucoup et maintenant les gens se mettent à faire des vidéos du coup sur LinkedIn. J'ai vu que tu en faisais aussi pas mal de formats un peu shorts, etc. Donc ouais, il faut toujours suivre un peu les tendances là-dessus. Et alors, je sais pas si tu veux évoquer justement le type de format à faire sur LinkedIn, Ouais. mais je me posais aussi la question de comment tu mesures justement l'impact de chaque format, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant, comment tu prends justement tout simplement la performance de ce que tu as fait pour faire mieux la prochaine fois. Ok, alors moi c'est un peu spécial parce que c'est plus dans mon format mode agence. Tu vois, Ouais, en fait, oui, bien sûr. j'ai pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes KPI à prendre. Euh, comment t'expliquer? Typiquement, quand je fais un contenu, avant, en fait, le piège, c'est de faire du contenu qui génère des vues. Ça, j'ai remarqué que tout le monde commence par ça. Et donc, c'est bien d'en faire, mais il faut bien penser qu'il y a différentes topologies de contenu avant même de penser à format de contenu. Moi, je dissocie les deux. Donc, c'est un entonnoir, faut voir ça comme ça. Donc, vous avez tout ce qui est mass market, ça va être top of funnel. Tout ce qui touche votre niche, mais qui n'est pas dans le but de convertir, mais plutôt d'informer, éduquer, ça va être du middle of funnel. Et tout ce qui est bottom of funnel, ça va être des posts de type conversion ou incitation à l'action, conversation. Donc, c'est toujours un jeu de proportion, de bonne balance, où
bah, si tu fais que du mass market, tu vas faire rire des gens ou tu vas parler de trucs qui touchent tout le monde, mais du coup, au final, personne. Du coup, tu peux avoir des posts un peu type humour, des posts un peu genre storytelling, machin. Mais ça va pas t'aider à gagner trop en crédibilité non plus sur ton domaine d'expertise. C'est plus du post middle of funnel. Donc ça va peut-être faire moins de vues du middle of funnel, mais l'avantage, c'est que tu vas vraiment donner de la valeur. En fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner de la valeur sans compter. Parce que du coup, ça conforte les gens dans l'idée que tu es une autorité dans ce que tu fais, que tu es compétent, et que tu peux leur donner de la valeur s'ils te payent. C'est toujours pareil, ça augmente ta valeur perçue. Donc ça, moi, ce que je conseille, c'est de dire, top of funnel, je fais 20% de mes posts comme ça. Je fais 70% de middle of funnel où je donne full valeur et j'essaie même pas de convertir ou de parler de quoi que ce soit. Par contre, j'incite à chaque fois à poser des questions, à générer de l'engagement dans mes posts. Donc en demandant, et toi, comment tu fais, etc. Voilà. Et bottom of funnel, c'est vraiment, voilà ce que je fais, voilà ce que je peux vous apporter. Voici mon lien de rendez-vous, mais qu'un seul truc qui sort de mon funnel, genre un seul lien, pas commente, partage, like et Ouais. prends un rendez-vous. Non, c'est prends un rendez-vous ou commente ou partage. À chaque fois, c'est un truc spécifique. Donc voilà, ça c'est les topologies de posts. Et après, derrière, tu as tout ce qui est type de contenu. Donc, bah, tu as format de texte, tu disais short vidéo, carrousel. Du coup, il y a quoi d'autre? Sondage. Ça marche très très bien, ça d'ailleurs. C'est vrai. Donc voilà, en gros, tu as différentes topologies de postes et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je pense qu'il faut varier les plaisirs, comme on dit, sinon les gens se lassent. Mais par contre, pour mesurer, moi, ce que je fais, effectivement, c'est. Moi, mon objectif, par exemple, pour le monde de l'accompagnement, c'est de me dire, OK, tel poste m'a booké tant de rendez-vous. Et par exemple, tant de rendez-vous m'ont permis de close une personne. Donc, closer, c'est convertir un prospect en client. Et donc là, je mesure comme ça. Tu vois, genre, pour donner un ordre d'idée, j'ai une seule vidéo YouTube m'a rapporté un demi-mois assez confortable. Du coup, là, je me dis, cette vidéo, elle est bien. Donc, je vais la refaire. Donc, pareil pour un post LinkedIn, ça peut tu vois, genre, un post qui fait pas beaucoup de vues peut me faire une bonne conversion et me faire venir deux coachés. Tandis qu'un post qui a fait entre 70 000 et 100 000 vues, bon, j'en ai pas fait beaucoup des comme ça, bah, ça peut me rapporter zéro. Mais pour Ouais. autant, les gens peuvent te connaître par ce biais-là et après regarder ton flux et voir tes autres posts. Donc, en fait, c'est dur de mesurer si ce post-là, il t'a permis de convertir ou pas, en fait. Mais par effet induit, il peut. Mais voilà. Donc c'est un Ouais. mix de tout ça. Ouais, t'as raison. Et là, en plus, tu parlais en tant qu'agence. Je pense que c'est quand même vraiment réplicable en tant que freelance, hein, pour le coup. Ouais, À part peut-être justement quand tu évoquais le funnel de conversion, je pense que c'est vrai que tout ce qui est mass market, quand tu es freelance et que tu veux te montrer expert dans un domaine, je suis pas sûr que tu vas aller envoyer des petites vannes, etc. Voilà, avec ton profil pro. C'est vrai que c'est bien quand tu veux justement faire du particulier à particulier, on va dire. Mais là, ouais, pour aller chercher des grosses entreprises, je suis pas sûr que c'est ça qui perce le plus. Mais par contre, effectivement, le fait d'apporter full valeur, de montrer que, bah, que tu es expert sur certains domaines et justement de donner peut-être des tutos de comment faire telle ou telle démarche, quels outils utiliser pour cette compétence-là, enfin pour cet objectif-là. Ça, c'est vraiment des choses qui attirent vraiment sur LinkedIn. LinkedIn d'ailleurs a beaucoup changé là-dessus, c'est que ouais, après, en fonction de ce que tu likes, évidemment, ton feed s'actualise et l'algorithme travaille là-dessus. Mais vraiment, je trouve que moi, j'apprends plein de trucs sur LinkedIn en ce moment. Évidemment, dans des niches qui m'intéressent. ouais. Mais c'est un peu comme TikTok. Alors, j'ai pas TikTok, mais tout le monde me parle de l'algorithme qui est incroyable apparemment pour détecter qu'est-ce qui est pertinent. LinkedIn, pour le coup, est pas si mal, hein. Évidemment, c'est basé sur tes liens, enfin sur tes likes, pardon. Ouais. Mais franchement, ouais, je suis toujours impressionné de voir que ça me découvre plein de gens qui font des choses en relation avec ce que j'ai envie de faire ou ce que je fais. Et ouais, t'apprends vraiment des choses parce que les gens postent de la valeur justement pour être visibles. Et ça marche très bien, hein. Franchement, moi, je Ouais, c'est clair. m'abonne à des gens juste parce qu'ils ont fait un post que je trouve quali, quoi. Ça part de là. Ouais, clairement. Bah, ouais, mais clairement. Mais en fait, il y a toujours un jeu de bah, si tu donnes de la valeur, effectivement, tu vas avoir des abonnés, même si tu donnes de la valeur dans les commentaires, parce que tu me disais, voilà, est-ce que c'est nécessaire de créer du contenu? Je n'avais pas totalement fini de répondre à cette question, en fait, je me rends compte. C'est que non, tu n'es pas obligé. Tu peux, par exemple, très bien te contenter juste d'aller commenter, faire des bons commentaires pertinents sur les posts de personnes qui font la même chose que toi. Donc ça te permet de rayonner sur leur réseau
et de montrer en fait que tu es pertinent, que cette personne-là elle va se rappeler de toi, hein, si tu fais des commentaires comme ça, t'inquiète pas. Et les gens même de ce réseau-là bah, vont se dire, ah, ok, il y a un gars qui est intéressant, qui fait des trucs toujours intéressants, donc je vais juste même le follow pour voir tous ses commentaires. Ça marche comme ça aussi. Donc ça, c'est un bon moyen de générer même des opportunités, hein. Moi, j'en ai déjà eu des opportunités en faisant des commentaires. Donc, à ne pas négliger. Et sachant que même un commentaire que tu as fait sur un post, s'il a bien marché, c'est aussi une bonne idée de contenu à faire en tant que post. Tu vois, tu peux le répliquer en post. Ouais, Donc, c'est vrai, totalement. faut pas oublier, tu vois. Exactement. Alors, pour le coup, la bonne stratégie, les commentaires, alors de toute façon, c'est des choses que je vois souvent passer effectivement pour améliorer ton taux d'impression, ton engagement, etc. LinkedIn, voilà, check un peu ça. Donc c'est important de le faire dans tous les cas, rien que de commenter, évidemment de commenter quelque chose d'intéressant, enfin, Ouais. soit une blague justement pour faire un peu remarquer la galerie, soit quelque chose quand même de plutôt utile et que les gens noteront comme ah ouais, j'avoue, bon complément au post, etc. Enfin, comme quoi ça valait le coup de le faire. Et après justement, on peut aller sur la partie justement ajout de personnes. Donc bien sûr, tu peux suivre quelqu'un, mais tu peux surtout te connecter avec lui sur LinkedIn. Donc là, évidemment, c'est là-dessus que beaucoup de choses se jouent. Est-ce que toi, tu mets un petit message personnalisé, par exemple, quand tu ajoutes, alors que ce soit un prospect ou quelqu'un qui fait la même chose que toi, quoi que ce soit, est-ce que tu mets un message personnalisé? Est-ce que tu ajoutes tel quel? Ou tu te dis, bon, bah, il va me reconnaître ou Ouais. il va accepter tout le monde, tout simplement. Donc, comment tu la joues là-dessus? Genre, depuis 1 an et demi que je fais ça, j'ai testé plusieurs choses. Au début, j'envoyais des messages en mode ah je t'ajoute pour faire du réseau parce que je fais tel truc et je vois que tu fais aussi ça. Bon, ça c'est bateau et en fait les devs, enfin au final j'ai remarqué que j'avais plus 10% en taux d'acceptation quand je mettais pas de message avec les devs. Ok. Je sais pas si dans la data c'est la même chose, mais en gros Je mets jamais de message, moi. tu mets jamais de message, ok. Non. Bah, alors, du coup moi j'ai remarqué que j'avais fait plus 10% sur les taux d'acceptation. Donc au final sur les devs j'en mets plus. À moins que, tu vois, genre, j'ai essayé une autre strat dernièrement, c'est j'envoie un message en disant, voilà, bah, je vois que t'es dev, moi je lance ma chaîne YouTube et tout, si tu veux regarder. Ça m'intéresserait d'avoir ton retour. Donc, tu essaies de demander en fait, du feedback aux personnes et de leur donner de l'importance. Ça aussi, ils aiment bien. Donc, ça, c'est un sujet qui marche plutôt pas mal. Mais ça, c'est vraiment dans le cadre de mon accompagnement. J'essaie de réseauter avec des gens et de voir, en fait, sonder l'intérêt. Donc, ça, c'est pour ça, c'est pas pour autre chose. Mais par contre, si je contacte un client ou je fais la prospection pour aller voir une personne à qui je veux proposer mes services, ce que je fais, c'est que je fais un message ultra personnalisé. J'évite tout ce qui est automatisation. Donc je source, je stalk un peu ce qu'il fait et ce que fait la boîte. Et en fait, j'essaie d'orienter mon message de manière à ce que la personne voit l'intérêt qu'elle aurait à me prendre moi dans son contexte à elle et qu'est-ce que moi j'ai pu apporter auprès de mes clients précédents. Donc en fait, c'est important aussi de récupérer des KPI par exemple, tu vois. Ouais, bah, totalement. Je reviens là-dessus, c'est qu'effectivement, d'une part, il faut montrer que tu t'es intéressé à l'entreprise et pas que tu envoies en spammant toutes les entreprises de la même catégorie ou quoi que ce soit. Sinon, là, tu perds toute crédibilité. Au contraire, ça va sûrement te desservir pour la suite. Parce que, honnêtement, ça va assez vite. Enfin, en fonction du domaine dans lequel tu travailles, le monde est petit et tu croises souvent des gens avec qui tu as déjà travaillé ou quoi que ce soit. Donc, ouais, attention à ça et à ne pas spammer littéralement. Ah ouais, Mais, surtout le chat GPT, ça se voit, oui, quoi. voilà. On évite. Ouais, clairement. Maintenant, il y a tellement de posts LinkedIn où justement, je vois que c'est du chat GPT. Mais bon, Ah ouais, on le voit. on Même les pardonne si commentaires, c'est. c'est Ouais. cringe. C'est- Il y en a où on pardonne si c'est leur début et tout, mais ouais, essaie d'être naturel parce que ça se verra vraiment pour le coup. Ouais, Euh, au moins réécrivez, quoi. Entraînez-vous à faire du copy. Le copywriting, c'est la base. Faut s'entraîner. Même si au début c'est mauvais, tu vas affiner ta plume. Mais au pire, tu t'apprends à faire du copy. Et en fait, le copywriting sur LinkedIn, c'est même assez simple au final. Le but, c'est d'enlever les adverbes, de raccourcir, euh, de, de, en gros, d'écrire comme si tu parlais. Donc, en fait, si ton post il sonne pas bien à l'oral quand tu parles, c'est que c'est pas bon. C'est ce que je eh donne comme ben, astuce. pour le coup, moi, on me reproche souvent justement de d'écrire comme je parle, donc justement avec un ton très sympa, etc. Enfin, naturel, on va dire. Donc là, pour le coup, LinkedIn, j'écris vraiment comme si je le disais à l'oral. Donc ça simplifie effectivement. Et enfin, on va pas se mentir, hein, bien sûr, il y a pas mal de débutants qui justement se disent, ok, je vais faire sur ChatGPT et ça simplifie. On a tous essayé de voir, ok, Ouais, dis-moi un post sur ça, qu'est-ce que ça me donne? Et franchement, c'est toujours la même chose. c'est C'est bateau, c'est trois gnangnan. emojis, une accroche flinguée, enfin qui est tellement pas crédible, et ensuite une liste de points les uns après les autres. Donc ouais, ça se voit quand même un petit peu facilement. Donc faites pas ça, clairement. Donc ni C'est pour les clair. posts, ni pour les messages privés. Et justement, si on est sur les messages privés, donc tu disais effectivement super important de montrer que tu t'es intéressé et que du coup, bah, tu as une solution à un problème. En tout cas, tu peux leur montrer assez visuellement, enfin, pas visuellement, mais
qu'ils arrivent à avoir une perspective de qu'est-ce que tu peux leur apporter. Et du coup, dans la rédaction, est-ce que tu as des petits tips? Bon, c'est un peu la question piège, hein, mais comment tu fais en sorte que tu aies le maximum de taux de réponse, le maximum de closing derrière? En fait, j'essaie de susciter le désir de la personne. Il faut vraiment flatter soit son ego ou en fait, bah, rendre en fait la discussion un peu irrésistible, tu vois. Genre, c'est toujours comme ça, il faut susciter toujours l'intrigue. Donc en fait, quand tu vends du produit, c'est un peu plus facile parce qu'en fait, la personne, enfin, elle connaît pas ton produit, toi, tu sais exactement ce que tu apportes comme solution à un client. Quand tu es un peu freelance, c'est que le but, c'est juste de donner ton expertise technique pour échanger ton temps contre de l'argent sur des tâches, en gros, de salariés, je dirais. Euh, ouais, là c'est plus dur de se démarquer, tu vois. C'est plus dur, à moins de prendre bah, de dire, ouais, à tel client, je leur ai fait gagner tant de Oui, temps dans leur process en implémentant ça, et je vois que bah, vous faites la même chose. Donc, moi, je suis expert là-dessus, on pourra en discuter. Et en fait, là, ça veut dire que tu dis pas, hey, salut, je suis dispo, complètement désintéressé, le mec, il va recevoir 300 de messages comme ça. Là, tu lui dis juste, bah, là, bah, je cherche une nouvelle opportunité, ta boîte m'intéresse, mais voilà pourquoi ça serait intéressant pour toi de discuter avec moi, parce que j'ai déjà eu ce genre de contexte dans mon ancienne boîte, et ça peut être assez pertinent qu'on échange, même si c'est juste pour lui donner d'un tips, tu vois. C'est un peu un lead magnet du freelance, tu vois, genre tu lui exactement. dis ce que tu as fait, et le gars, ça va susciter son intérêt, parce que il n'y a pas de contrepartie payante, mais s'il y a un match, bah, tu favorises largement ta candidature par rapport à d'autres. Ouais, bah pour le coup, ça rejoint un peu une petite technique que j'aimais beaucoup, qui tout simplement, alors moi forcément, donc je suis expert data et surtout sur le web, donc notamment avec l'outil Google Analytics. Donc c'est Ok, quand même très connu, ouais, et pas très mal de demandé. sites sont là-dessus, que ce soit des sites débutants ou justement des grosses boîtes. Et en fait, bah, la solution que j'avais trouvée, c'est tout simplement d'aller sur un site, de voir est-ce qu'il avait Google Analytics d'implémenter dessus. Donc là, il faut vraiment faire F12, enfin inspecter l'élément, et tu vois assez vite s'il y a une balise, enfin voilà, tag en tout cas qui permet de traquer ça. Et en fait, bah, à partir du moment où il l'utilise, tu peux voir du coup qu'est-ce qui est suivi ou non sur les différents éléments du site. Est-ce que les gens vont suivre que tu scrolles, que tu cliques sur une vidéo, un bouton, quoi que ce soit. Et du coup, bah, en fonction de ça, moi, je pouvais faire un peu mon propre petit audit du site. Évidemment, tu vas pas le faire sur tous les sites que tu croises, hein, mais si tu as des petites targets en vue, si tu as deux, trois entreprises où tu penses pouvoir les aider, tu fais un mini audit. Et franchement, bah, ça marche vraiment trop bien. En message, tu leur dis, j'ai vu que vous avez Google Analytics, vous l'utilisez pas au plein potentiel, voilà ce que j'aurais pu faire avec vous, etc. Enfin, tu définis pas de tarif, tu définis pas de durée, etc. tout de suite, ça sera plutôt dans un second temps selon moi, mais juste en mode voilà, il y a vraiment un potentiel, venez on le fait ensemble quoi. Tu vois, pour moi c'était un peu ça. Ah, mais c'est trop bien, c'est ce que je dis, hein. Généralement, les gens essaient même en mode agence, tu vois, genre quand tu vends une presta, parce que tu pourrais très bien avoir une agence au lieu de faire du freelancing, une agence sur je suis expert en Google Analytics. Bah, tu vois, genre typiquement mon frère avec son agence de design, ce qu'il faisait, c'est il allait voir les entreprises et il leur disait, bah voilà, j'ai fait un audit avec un template super sexy, super bien fait, avec un détail approfondi. Si ça vous intéresse, voici le lien. On peut faire un call pour que je vous débriefe et que je vous explique ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai apporté à d'autres clients. Tu vois, genre en fait, il montrait aussi les audits qu'il avait fait pour les autres clients et les avis qu'il avait eu. Et en fait, il a signé deux, trois clients comme ça, tu vois, genre il y a un mois, tu vois. Donc c'est super puissant parce que tu donnes de la valeur sans rien demander en retour. Et la personne, si elle trouve que c'est pertinent, va forcément être plus enclin à te faire confiance toi. Parce que tu n'as rien essayé de vendre et tu as déjà fait tes preuves. Donc tu as contourné toutes les objections, tu n'as pas besoin de te vendre. C'est pareil dans les entretiens. Genre, si le gars t'a fait de la création de contenu, tu montres suffisamment que tu es expert dans le sujet parce que tu en parles tout le temps et tu montres des trucs dessus. Quand t'arrives en entretien, moi j'avais très rarement des entretiens techniques. Quand j'en avais, bah, ça passait quand même, mais je connais des gens qui avaient systématiquement des entretiens techniques parce qu'on n'était pas sûr d'eux. C'est toujours pareil. Ouais, bien sûr, ouais, tu gagnes du temps déjà, c'est cool, mais surtout effectivement la visibilité, ça découle aussi sur le fait que les gens ont confiance d'entrée de jeu, donc ça fait des contacts, mais aussi du coup des recommandations potentielles, parce que même si c'est pas la personne qui a vu ton post, enfin on parle sûrement beaucoup de création de contenu, mais c'est quand même important forcément, Ouais. même si c'est pas la personne qui a vu ton post en particulier, hop, elle peut taguer Jean-Michel qui travaille pour telle boîte, ou justement à l'oral avec quelqu'un quand elle a une discussion sur ce sujet-là, ah ben c'est marrant, je suis Patrick qui fait pas mal de choses là-dessus sur cet outil. Donc non, franchement, ça peut aller très vite. Donc Mais, franchement, mais tout bénef. trop trop vite. Le réseau, c'est. Enfin, les relations humaines, je pense. Je sais pas si t'as lu le livre de Dale Carnegie. Genre le Ah bien. livre qui dit comment se faire des amis et influencer les gens. Donc c'est How to Win Ah, Friends and Influence People, le livre, le nom en anglais.
Et en fait, il explique que, en fait, ils ont remarqué en faisant des études, et ça, c'est un livre qui date des années 30, que, en fait, ça n'a jamais été qu'une question de technique. Genre, en gros, la technique, c'était 15 ou 20% du succès de la personne dans sa carrière. 80%, c'était généralement les gens qui étaient meilleurs en relationnel et à aller voir les gens, en fait. Donc, en fait, on en revient aux prospections actives, comment se faire des contacts, comment sympathiser. Et c'est pour ça qu'on dit souvent dans des sociétés, ah, lui, il a bien, voilà, je vais pas dire le terme, mais il a bien machin, il est bien monté, quoi. Ouais, Euh, je bah, en fait, l'ai, je l'ai. voilà, en fait, c'est les relations humaines, on en revient toujours pareil. Après, ça veut pas dire que le gars il monte parce qu'il se fait des copains, qu'il va être compétent toujours au poste où il est, mais on voit bien que c'est pas corrélé en fait la technique. Il faut être bon si tu veux rester dans ton poste et toujours être crédible. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas trouver des missions, parce qu'en fait tu peux rester dans ta chambre, personne te connaît et t'as beau être le meilleur du monde, bah il y a des mecs qui sont bien moins meilleurs que toi, qui vont rafler toutes les missions à ta place, quoi. Mm. C'est le concept. Ouais, c'est ça. Ça va dans les deux sens, effectivement. Non, mais enfin, moi, je trouve que c'est une belle aventure, justement. A son propre petit parcours et tente de se frayer un chemin là-dedans. Donc, je trouve ça assez Ouais, c'est sympa. ça. Et bon, honnêtement, voilà, je vois personne qui est dégoûté de la freelance et qui veut tout arrêter parce que il y a telle ou telle problématique. Ça crée plutôt justement des envies de trouver des solutions, de se démarquer, de trouver des nouvelles choses, etc. Donc, je trouve ça plutôt cool, honnêtement. Ouais, mais Euh, carrément, et alors, carrément. je vois mes petites questions. Je m'étais noté justement sur le côté LinkedIn Premium que tu évoquais tout à l'heure. Hmm. Alors, Très qu'est-ce bonne qu'on en question. pense de... Alors, il y a plusieurs premiums, etc. Hmm. différents. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça sert à quelque chose pour un freelance? Est-ce qu'honnêtement, c'est un peu overkill et du coup, c'est 50 ou 100 balles par mois qui vont pas être super rentabilisés? Ouais. Comment tu vois les choses? Alors, comme je te disais tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui recommandent pas du tout LinkedIn Business, mais moi au contraire, je le recommande pour plusieurs raisons. C'est qu'il est moins cher et les profils qui viennent me voir sont pas des agences. La plupart du temps, c'est majoritairement des gens qui veulent commencer une activité. Tu vois, ça c'est un truc déjà que j'avais mal évalué dans l'hypothèse et je me disais que c'était des gens qui sont déjà en mission, qui veulent augmenter leurs revenus, qui viendraient me voir. En fait, ce sont des gens qui trouvent pas de mission et qui ont une grosse douleur. Donc déjà, moi, j'étais parti du principe que j'allais proposer Sales Navigator à tout le monde. Mais en fait, pourquoi je propose pas à tout le monde? C'est que Sales Navigator, c'est bien quand tu fais des critères de sélection assez poussés, mais moi, dans les stratégies que je propose pour trouver des missions, tu peux le faire avec la recherche classique de LinkedIn, avec les booléens, les exact match, and, or, enfin voilà. Tu peux aller très très loin. Du coup, sachant que tu targetes des profils qui sont soit des devs, parce que j'ai une strat de 50%, il faut des devs, et 50% ta cible, donc soit startup, soit solopreneur, soit grand groupe, bah, du coup, tu peux toujours retracer tous les clients par des devs. Donc en fait, c'est facile avec la recherche classique. Donc là, je te dis, LinkedIn Business est largement suffisant quand tu es freelance. Parce que si t'as pas de premium tout court, je parle même de LinkedIn carrière, c'est de la merde, ça, faut pas prendre. LinkedIn carrière, en fait, ça va rien t'apporter, mis à part les ressources vidéo, machin. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un Udemy-like. Euh, T'auras pas, en fait, des recherches illimitées. Alors qu'avec LinkedIn Business et LinkedIn Sales Navigator, tu as des recherches illimitées. T'es pas bloqué avec une pagination de 3 pages et 10 recherches dans ta journée, quoi. Et je sais plus combien de profils aussi que tu peux voir dans ta journée. C'est infect. Quand je suis allé voir les comptes de mes coachés, parce qu'en fait, moi, je suis toujours en premium depuis, ça fait des années, j'avais perdu cette notion de qu'est-ce que tu as plus le droit de faire. Tu vois, genre Ouais, sur le LinkedIn normal. Et en fait, tu c'est peux du rien faire. En pur fait, bien sûr. Ouais. ouais, mais c'est ça. Mais en fait, tu te rends compte que ils ont vraiment orienté le business sur la prospection. C'est clair et net. Que ça soit pour les gens qui recherchent ou des gens qui cherchent des profils, bah, tu sens que c'est orienté. Donc, LinkedIn Business, on va dire que ça va être du 33 ou 36 euros par mois. Je ne me rappelle plus du tarif exact. Mais là, tu n'as plus de quotas sur les recherches classiques de LinkedIn. Tu n'as plus de problèmes sur les paginations. Et tu n'as pas une limitation aussi sur les profils que tu vas voir. Donc là, c'est plutôt pas mal. En plus, tu as des quotas invisibles, on va dire, d'abus que LinkedIn met en place et où tu peux te faire striker ton compte si tu Ouais. fais n'importe quoi. Donc, si tu utilises l'automatisation et mal fait, tu te fais ban. Si tu ajoutes des gens que tu n'es pas censé connaître, normalement, tu te fais ban aussi. Donc, il faut quand même y aller un peu smooth et un peu pas comme un bourrin. Mais le fait d'avoir LinkedIn Business, déjà, ça augmente ton seuil de tolérance de LinkedIn. Et le LinkedIn Sales Navigator, tu as un peu plus de quotas et seuil de tolérance parce que tu fais plus de volume. Mais du coup, il coûte plus cher, c'est 100 balles. Et ça les arrange que tu payes. Donc, en fait, ils sont plus tolérants avec toi. Mais le gros avantage, c'est
Sales Navigator où tu peux aller très très loin des critères de recherche. Mais moi, par exemple, c'est utile pour moi si je veux vraiment cibler, par exemple, des personnes qui sont dans des boîtes de 20 à 50 employés. Avec la recherche normale, tu peux pas le faire. Ou des profils qui font tel techno avec tant d'années d'expérience. Bah, c'est pareil, c'est chiant avec la barre de recherche classique. C'est toujours pareil. Même si tu as des filtres avancés, à un moment, tu peux quand même aller assez loin. Sales Navigator te permet d'aller encore à une step supplémentaire. Donc voilà, si tu es une agence et que tu as déjà des rentrées d'argent, ça vaut le coup de claquer 100 euros par mois pour Sales Navigator. Je pense que c'est la base même. Et si tu es juste freelance, que tu pas énormément à dépenser, juste business, ça suffit. Ok, mais quand même plus que ne rien avoir. Donc ça, Ah ouais, non, c'est mais ne vraiment. rien avoir, en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai essayé, hein. J'ai essayé, il y a certaines personnes, enfin, je leur ai dit, essayez sans. Et à un moment donné, même si tu utilises des free tiers pour faire de la prospection avec Phantom Buster, les Mulist, Wallaxy et d'autres, j'en passe, bah, ils sont limités en fait ces trucs-là parce qu'ils utilisent ton compte pour scraper, Bien sûr. ils usurpent ton identité et donc tu es limité par les quotas de recherche. À un moment donné, bah, tu peux rien scraper quoi. Donc, même si au début je conseille juste LinkedIn Business sans utiliser d'outils tiers et tout faire à la mano, mais d'avoir au moins une demi-heure, 1 heure par jour de dédié à ça, il y a un moment donné, moi, la partie ajout de dev, acceptation d'invitation avec des messages personnalisés et tout ça, ça c'est géré automatiquement. Par contre, les prospects que j'attaque directement pour vendre une offre ou mes services en tant que dev, là c'est du sur mesure. Je fais du volume mais sur mesure, mais je m'aide avec Sales Navigator, quoi. C'est, je suis un peu en mode hybride. Ouais, ok, non, mais c'est intéressant. Et t'évoquais justement les 1 heure par jour sur LinkedIn. Ça, c'est ta prospection globale ou comment tu organises ton temps et qu'est-ce que tu conseilles d'ailleurs de mettre comme temps sur cet aspect-là? En gros, je faisais ça quand je voulais faire de l'apport d'affaires. Même si j'étais en mission, j'étais constamment en train de chercher des opportunités, que ce soit pour mes potes ou pour enfin, faire du revenu passif. Donc c'est pas trop passif, mais on va dire que le ratio il est intéressant. Si par exemple tu fais Oui, une mission assez longue, on peut appeler ça du passif pour 15 minutes de recherche. Donc ça c'était quand je cherchais des missions. Là j'en cherche plus en fait, donc c'est un peu particulier. Donc je conseille de faire ça parce que si tu engages, tu vois, genre 5 conversations de qualité par jour, tu augmentes drastiquement tes chances de trouver. Et par contre, si moi là je veux vendre, tu vois, genre avec 16 navigateurs et tout ça, moi je fais plus du setting parce qu'en fait tous les gens qui viennent pour mon accompagnement sont des gens qui interagissent avec mes contenus que je vais pas prospecter en frontal. C'est des gens en fait qui me connaissent déjà via YouTube et LinkedIn et qui en fait avec mon funnel de création de contenu prennent un rendez-vous à un moment donné parce qu'ils savent que je suis la bonne personne pour répondre à leurs problèmes. Dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle du setting. Le setting, c'est quoi? C'est d'aller regarder ceux qui ont interagi avec tes contenus, essayer de poser des bonnes questions ou répondre en DM à leurs interrogations. Et ça a fini par une conversion. Sauf que ça peut se déléguer aussi. Mais ouais. t'as des stratégies. Je l'ai pas encore délégué, moi. Ouais, j'avoue qu'on en a parlé aussi de déléguer cette partie-là, etc. Bon, c'est clairement ouais, pas pour tout de suite. Je préfère tout faire pour l'instant, tu sais, être maître de ce que tu fais, etc. Et surtout que j'ai envie de tout simplement d'avoir des contacts avec des gens pour l'instant. J'ai pas, pas Ouais, c'est envie ça. d'envoyer d'autres personnes à la place. Ça m'intéresse de savoir les différents retours sur mes contenus, etc. D'où m'ont connu les gens, qu'est-ce qui les a le plus intéressés, au contraire peut-être un peu moins pour que je puisse m'orienter de plus en plus ouais, vers ce qui intéresse la cible, quoi, forcément. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est toujours une histoire de palier. Tu vois? Genre, moi, je suis dans un palier où j'ai fait beaucoup de volume. Mais je suis pas, selon moi, encore arrivé à un stade où j'ai super bien compris ma niche et je pense que je comprendrai jamais vraiment 100% la niche parce qu'il y a toujours des ajustements à faire. Mais tu peux pas déléguer déjà des trucs que t'as pas expérimenté par toi-même. Déjà, c'est le premier truc. Et en fait, ça sert à rien de le déléguer si déjà t'as pas rodé tes process, que t'arrives pas à avoir de A à Z en fait un truc qui réponde vraiment à un besoin. Et c'est pareil pour les appels après. Tu vois, genre là aujourd'hui, c'est très intéressant pour moi de donner de la valeur gratuitement parce que je comprends aussi le problème des gens et j'adapte mon contenu en fonction de ça. Donc si je le déléguais ça aussi enfin ça serait complètement robotisé et il y aurait pas de sens et mon accompagnement partirait un peu dans tous les sens. Donc quand tu fais une agence, c'est pareil au début, agence ou freelancing, tu vas continuer à discuter avec les gens, mais c'est juste que quand tu as tellement de leads, même quand tu es freelance, si tu arrives à un moment donné à le faire, bah, que tu veux faire de la prospection pour faire de l'apport d'affaires ou même déléguer, chapeauter et transformer ton activité en agence, il y a un moment donné où tu seras obligé d'y passer. Mais c'est pas le premier truc à faire. Déjà, faire entrer suffisamment de cash et te dire, je peux vivre déjà de mon activité à temps plein,
mais j'ai tellement de gens qui viennent que je peux plus les prendre. Là, tu te dis, il faut que je mette en place des process. Tu vois, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Les problèmes de riches, c'est ça. C'est Mais c'est c'est ce que ça. enfin, c'est ce qu'on veut tous atteindre. Mais effectivement, autant y aller étape par étape plutôt que de se voir un peu trop beau dès le début. Ouais, c'est Tout est ça. bénéfique à quand même faire toi-même. C'est clair que voilà, c'est là où Bah, tu apprends le plus. le plus simple au début est le plus efficace. Ça sert à rien de chercher des trucs trop compliqués. Et après, quand tu as vraiment le problème qui arrive, c'est comme quand tu travailles pour un client. Genre, tu vas jamais anticiper tous les problèmes. C'est complètement con. Genre, voilà, tu regardes le problème quand le problème arrive. Et une fois qu'il arrive, bah, tu prends des mesures si t'as pas envie de perdre des leads. Mais ça, c'est le problème de riche, c'est quand tu arrives un peu au stade où tu as tellement d'autorité dans ton marché que ton organique marche super bien, que ta prospection fait un levier de fou, sans même parler d'ads. Genre, là, tu es obligé d'essayer de structurer ton activité. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu peux te dire, si j'ose le faire, de passer de freelance tout seul à solopreneur où je délègue une partie de mon business ou alors agence. Je m'entoure Ouais, vraiment agence, ouais. d'associés et tout ça. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Bah écoute, trop bien. Je suis totalement d'accord de toute façon avec tout ce que tu as dit, donc pas grand-chose à rajouter. Donc, c'est cool. Bah écoute, ça fait déjà 55 minutes, donc c'est déjà très cool. Je pense on a donné pas mal de conseils et tout. C'était un super échange. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin si tu dois donner un conseil ou quelque chose qui peut motiver justement des gens qui hésitent à se lancer d'une part en freelance ou sur LinkedIn justement, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ouais, il faut pas hésiter, il faut faire. Vous verrez si ça vous plaît ou non, pas, faut se jeter à l'eau en fait. Et moi je l'ai fait, j'ai pas regretté. Et je connais personne qui l'a fait, qui a regretté ou qui a pas eu de résultat. En fait, je connais personne. Donc c'est pour ça que moi ça me paraît une évidence d'en parler. Je sais qu'il y a toujours des gens qui sont frileux, donc c'est pas forcément ce que je vais mettre en avant dès le début. Il y a toujours des opportunités à trouver sans passer par ce biais-là, mais en fait ça vous rend tellement la vie plus facile. Je trouve ça dommage de s'en priver. Et en fait, il faut juste s'entourer de gens qui font pareil que vous, qui font de la création de contenu, qui vont dans la même direction et pas avoir peur en fait d'avoir des rageux, tu vois. Moi, sur plus de 2 millions d'impressions, j'ai eu trois débiles. Donc sur 2 millions, c'est pas énorme. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Si je peux donner ce Les gens conseil, aiment c'est bien ça. dramatiser, forcément, effectivement. On retient que le négatif à chaque fois. On a peur de tout. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu es dedans, tu te rends compte qu'il n'y a aucun souci. Ça t'apporte que des bonnes opportunités. Au pire, t'arrêtes si ça te plaît pas et personne t'en voudra. Donc, C'est non, non, ça. ouais, clairement, ça vaut le coup. Enfin, là, on parle effectivement plutôt de LinkedIn, création de contenu, mais en freelance, c'est la même chose. Hein. Si t'aimes pas, honnêtement, bah, tu repars sur un CDI classique ou à quelque chose qui te correspond plus. Ouais. Mais ça vaut dans tous les cas le coup de tester. Je pense que c'est une belle Ouais, expérience. c'est clair. C'est clair. Bah, de toute façon, si aujourd'hui, démarcher, sortir un peu de ta zone de confort quand t'es freelance, ça te va pas, bah, faut pas se dire qu'il faut continuer. Enfin, vaut mieux changer de boulot parce qu'en fait, là, c'était une anomalie de marché avant. C'est parce que c'était une anomalie de marché que c'était trop facile que tout le monde veut en faire. Donc, c'est trop tard si tu veux faire ça comme ça. Il fallait venir 5 ans avant. Exactement, c'est ça, un peu tard. Mais il y a quand même toujours vraiment de quoi faire, Ouais. donc c'est toujours intéressant. Mais avec ce qu'on a dit. Bah écoute, qu'est-ce qu'il y a, pardon? Mais avec ce qu'on a dit, du coup. C'est Exactement, bah pas là, juste en faut tout passif et comme appliquer. il y a 5 ans. Voilà, c'est ça, faut tout appliquer, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et vraiment essayer de faire le max. Bah écoute, trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver quand même? Je mettrai un peu tous tes petits liens en description, mais Sur dis-moi. YouTube et LinkedIn, les deux. Donc je te donnerai les liens. Enfin, de toute façon, tu les as déjà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les plateformes. Je donne max de contenu et je pense que ça sera pas la dernière fois qu'on fera quelque chose avec Alexis. Prochaine fois, ça va être sur ma chaîne, on parlera Malte, où c'est un peu plus sa spécialité que moi. Donc ça va m'intéresser de faire un nouveau set de ping-pong où on s'envoie des petites astuces et au moins ça bénéficie à tout le monde. Donc voilà, c'est cool. Bah ouais, trop bien. Merci beaucoup. Je pense vraiment que c'était très très cool. Bah écoute, on se dit à très bientôt pour tous les deux. Et sinon, bah évidemment, pour vous, je vous laisse évidemment vous abonner et mettre un petit like. C'est important, ça nous aide beaucoup. Donc on se retrouve très vite. Allez, salut! Salut, ciao.